Le 12 mars 1938, lorsque les troupes allemandes traversèrent la frontière autrichienne dans ce qui serait connu sous le nom d'Anschluss, l'un des premiers objectifs ne fut ni une installation militaire, ni un siège du gouvernement. Ce fut le musée du palais de Hofburg à Vienne. Là, gardée parmi les joyaux de l'ancien empire des Habsbourg, reposait une lance de 30 cm, brisée en deux et réunie par un fourreau en argent et en or. Pour Adolf Hitler, cet objet valait plus que n'importe quel arsenal. Ce qui motivait les dirigeants du Troisième Reich n'était pas seulement l'ambition territoriale. Derrière la machine militaire la plus redoutée du XXe siècle opérait une obsession parallèle. La recherche d'objets sacrés, de reliques anciennes et d'artefacts de pouvoir surnaturel. Heinrich Himmler, Reichsführer des SS, fonda en 1935 l'Ahnenerbe, une organisation pseudo-scientifique qui employait jusqu'à 137 académiciens et 82 travailleurs de soutien. Ces expéditions atteignirent l'Himalaya, le Tibet, la Bolivie, la Grèce, la Finlande et le nord de l'Afrique. Sa mission officielle était d'étudier le passé arien. Sa mission réelle était de trouver ce qu'aucune armée conventionnelle ne pouvait conquérir, le pouvoir du surnaturel. Lorsque le Reich s'effondra en mai 1945, ces objets ne disparurent pas avec lui. Certains furent récupérés par les Alliés, d'autres tombèrent entre les mains de collectionneurs privés. Plusieurs furent cachés dans des tunnels de montagne ou des sous-sols d'églises détruites, et quelques-uns demeurent toujours introuvables. La lance du destin, l'objet que Hitler devrait posséder. Il existe un moment précis dans l'histoire qui définit l'obsession. En août 1938, 5 mois après l'Anschluss, Adolf Hitler demanda à la mairie de Nuremberg de soumettre une requête officielle au gouvernement autrichien réclamant la restitution de la Sainte Lance et du reste du trésor impérial des Habsbourg. Ce n'était pas une demande diplomatique, c'était un ordre enveloppé de formalités bureaucratiques. Le 29 août 1938, un train blindé escorté par des troupes des SS partit de Vienne à destination de Nuremberg. À bord se trouvait la pointe d'une lance de 30 cm, brisée en deux et réunie par un fourreau en argent et en or, avec 2 petites croix en or sur le manche et, ajouté au XIIIe siècle, un des supposés clous de la crucifixion incrusté dans le canal central de la pointe. L'objet était la fameuse lance de Longin, également connue sous le nom de lance du destin, Sainte Lance ou Heilige Lanze. Selon la tradition chrétienne, c'était l'arme avec laquelle le soldat romain Longinus, ou Caius Cassius Longinus, selon les versions postérieures, traversa le côté de Jésus sur la croix du Golgotha, épisode raconté uniquement dans l'évangile de Saint Jean. L'évangile apocryphe de Nicodème, daté du IVe siècle, fut le premier à donner un nom au soldat. Ce fut également le premier à transformer un acte d'exécution routinier en l'origine d'une relique qui, pendant 17 siècles, changerait de main entre empereurs, rois et conquistadors. La liste de ceux qui l'ont soi-disant possédé est suffisamment longue pour construire une histoire alternative de l'Europe. L'empereur Constantin le Grand l'aurait utilisé comme talisman lors de la bataille du pont Milvius en 312. L'empereur Théodose l'aurait employé contre les Goths. Les chroniques médiévales l'attribuent à Charlemagne, à Henri le Oiseleur, roi de Saxe et figure de vénération presque mystique pour Himmler, et à Frédéric Barberousse, qui l'aurait supposément laissé tomber dans une rivière en traversant un fleuve en Italie en 1190, mourant noyé à peine quelques heures après. En 1796, lorsque Napoléon avançait sur Nuremberg, les autorités de la ville évacuèrent le trésor vers Vienne. Le baron von Hügel, qui garda les objets, les vendit à la maison des Habsbourg. Depuis lors, la lance reposait au palais de Hofburg. Hitler la vit pour la première fois là-bas, pendant ses années de jeunesse à Vienne, lorsqu'il rêvait encore d'être peintre et ne savait pas encore que l'Académie des Beaux-Arts le rejetterait 2 fois. Ce fut une visite qui, selon les versions ultérieures, le marqua à vie. Dans Mein Kampf, publié en 1925, il écrivit que les joyaux impériaux à Vienne semblaient agir comme des reliques magiques, plus que comme la garantie visible d'un lien éternel. Lorsqu'il arriva au pouvoir en 1933 et exécuta l'annexion de l'Autriche en 1938, récupérer la lance devint une priorité qu'il ne toléra aucun retard. Le train blindé qui arriva à Nuremberg déposa le trésor dans la crypte de l'église Sainte-Catherine. Il y resta pendant la majeure partie de la guerre. Mais les bombardements alliés détruisirent la ville systématiquement. Sainte-Catherine fut réduite en ruines.
En 1944, avec l'intensification des attaques aériennes, les objets furent transférés dans une chambre blindée à l'intérieur d'un réseau de tunnels creusés sous l'ancienne forteresse médiévale de Nuremberg, connue sous le nom de Kaiserburg. L'entrée fut dissimulée derrière un mur factice dans le garage d'une maison civile. Lorsqu'une bombe détruisit cette maison, les portes blindées furent exposées à la vue de tous ceux qui passèrent par là. Une partie du trésor fut alors transférée dans le sous-sol d'une école voisine. Le désordre administratif du Reich dans ces dernières semaines était déjà total. La lance fut retrouvée le 30 avril 1945 par des officiers du renseignement du 7e armée des États-Unis, lors de la recherche systématique du trésor impérial ordonnée par le haut commandement allié. La date n'était pas une coïncidence que les historiens ont négligée. Ce jour-là même, dans son bunker sous la chancellerie de Berlin, Adolf Hitler se tira une balle dans la tempe droite, tandis que l'armée rouge achevait la prise de la ville. Après la chute du Troisième Reich, les Alliés prirent la décision de rendre le trésor des Habsbourg à Vienne. La lance revint au palais de Hofburg, où elle est toujours exposée aujourd'hui, dans la salle 11 du Trésor impérial. Les analyses médico-légales menées en 2003 par le scientifique australien Robert Feather ont déterminé que la pointe métallique date d'environ du 7e siècle, ce qui l'écarte en tant que relique de l'époque de la crucifixion. Mais cela ne change pas ce qu'elle représenta pour ceux qui y croyaient, ni le poids historique des actes commis en son nom. Il existe au moins 4 lances dans le monde qui prétendent être l'original. Une au Vatican, non exposée au public, gardée dans l'un des piliers de la basilique Saint-Pierre. Une à Cracovie, Pologne, depuis le XIIIe siècle. Une dans la cathédrale arménienne d'Echmiadzin, connue sous le nom de lance d'Antioche. Et celle de Vienne, celle que Hitler vola, celle que les Américains retrouvèrent. Celle qui repose aujourd'hui à 30 mètres de l'endroit où elle fut gardée pour la première fois. Le drapeau de sang, la relique qui consacra le parti. Le 9 novembre 1923, à midi, une colonne d'environ 2000 hommes marcha dans les rues de Munich vers le ministère de la Défense de Bavière. À leur tête se trouvait Adolf Hitler, le général Erich Ludendorff et plusieurs dirigeants du jeune parti nazi. Sur la place Odeonsplatz, la police bavaroise leur barra la route. Les tirs durèrent moins d'1 minute. Lorsque la fumée se dissipa, 16 des putschistes et 4 policiers étaient morts sur le pavé. L'un des porte-drapeaux du parti, Heinrich Trambauer, tomba blessé. Le tissu du drapeau, portant la croix gammée sur fond rouge, fut imbibé du sang de 3 des morts. Hitler fut arrêté et condamné à 5 ans de prison, dont il ne purgea que 9 mois à la forteresse de Landsberg. Le drapeau fut gardé par des sympathisants du parti pendant son incarcération. À sa sortie de prison en décembre 1924, Hitler récupéra le drapeau. Et quelque chose dans sa perception de l'objet avait changé. À partir de ce moment, le tissu taché de sang cessa d'être un drapeau politique pour devenir la Blutfahne, le drapeau de sang. La sémantique comptait. Ce n'était plus un symbole du parti, c'était une relique. On lui attribua des pouvoirs de consécration qu'aucun rituel ordinaire ne pouvait conférer. L'objet était habituellement conservé à la Maison Brune, Braunes Haus, le siège central du NSDAP à Munich, dans la Brienerstraße. Il n'était pas exposé comme décoration. Il était sorti lors de cérémonies spécifiques avec une logique sacramentelle que Himmler et le protocole nazi développèrent avec une précision presque liturgique. Le protocole était le suivant. Lors des rassemblements du parti, en particulier lors des meetings annuels de Nuremberg, les porte-drapeaux des différentes sections des SA et des SS devaient porter leurs étendards jusqu'à entrer en contact physique avec la Blutfahne en présence d'Hitler. L'acte s'appelait Fahnenweihe, la consécration des drapeaux. Celui qui tenait la Blutfahne pendant la cérémonie était Jakob Grimminger, un vétéran du putsch de 1923 qui conserva ce privilège pendant toute l'existence du Reich. C'était un homme taciturne, décoré, qui comprenait parfaitement le poids symbolique de ce qu'il tenait entre ses mains. La cérémonie de Nuremberg concentrait des dizaines de milliers de participants sur le terrain de Zeppelinfeld, le stade conçu par Albert Speer, avec des tribunes pour 340 000 personnes et une tribune reproduisant, à une échelle industrialisée, l'hôtel de Pergame. Le moment de la Fahnenweihe était le point culminant du rituel. Hitler avançait par le corridor central. Le Lichtdom, la cathédrale de lumière, formée par 130 projecteurs anti-aériens tirant verticalement vers le ciel nocturne, jusqu'à atteindre la Blutfahne et tendre la main sur les nouveaux étendards. Le contact physique entre la relique et les nouveaux symboles du parti était le transfert du pouvoir sacré.
Ce n'était pas une métaphore. Les participants le vivaient comme une transmission réelle. L'historien américain George Moss a documenté comment le nazisme a systématiquement construit une liturgie politique imitant et rivalisant avec la structure du rituel chrétien. Reliques, lieux sacrés, martyrs, cérémonies de consécration et une eschatologie de la victoire finale. La Blutfahne était l'objet central de cette architecture religieuse laïque. Sa fonction n'était pas de rappeler le putsch raté. Elle visait à transformer la défaite de 1923 en l'origine mythique d'une résurrection politique. L'échec de novembre fut réinterprété comme le sacrifice fondateur, les morts de la place Odeonsplatz comme les premiers martyrs du mouvement. Pendant les années du Reich, la Blutfahne fut conservée avec un soin extrême. Il n'existe aucun enregistrement indiquant qu'elle ait été photographiée régulièrement, ni qu'une reproduction photographique détaillée ait été autorisée. L'opacité faisait partie de son pouvoir. Ce qui n'est pas montré complètement conserve mieux son aura. Lorsque le Reich s'effondra en mai 1945, la Blutfahne disparut. Elle ne fut pas retrouvée à la Maison Brune de Munich qui avait été bombardée et pillée. Elle ne figura dans aucun inventaire allié des objets saisis au parti. Grimminger, son dernier porteur connu, fut arrêté par les forces américaines, jugé et condamné lors des procès de dénazification, mais il ne donna jamais d'informations sur le lieu où se trouvait le drapeau. Depuis lors, aucune enquête n'a pu localiser l'objet avec certitude. Des théories ont circulé, l'en situant enterré dans les jardins de la Maison Brune, transféré en Argentine avec d'autres objets du parti ou détruite délibérément dans les derniers jours de la guerre pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Aucune de ces théories n'a été vérifiée. La Blutfahne reste, 70 ans après, l'un des objets les plus recherchés du nazisme et l'un des plus redoutés par les implications que pourrait avoir sa découverte sur le marché des antiquités. Le vide qu'elle a laissé est en soi éloquent. Une relique dont le pouvoir dépendait de la croyance collective n'a pas d'existence sans le système qui la soutenait. Lorsque le Troisième Reich est mort, la Blutfahne cessa d'être un objet sacré pour devenir un morceau de tissu avec du sang sec. Ou c'est ce que préfèrent croire ceux qui savent ce que signifierait qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Le suaire et les nazis. La relique qui s'est cachée elle-même. Le 8 septembre 1939, une semaine après que l'Allemagne ait envahi la Pologne et que la Seconde Guerre mondiale ait commencé, une voiture partit du palais royal de Turin en direction de Rome. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu et déposé dans une boîte en bois, voyageait l'un des objets les plus controversés de l'histoire du christianisme. Le suaire de Turin. La maison de Savoie, qui gardait la relique dans la chapelle privée de son palais, avait pris la décision 2 semaines avant que le conflit ne se propage en Italie. Déplacer l'objet avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour eux. L'inquiétude n'était pas abstraite. Les nazis avaient une histoire documentée de saisies systématiques d'objets religieux, artistiques et historiques dans tous les territoires qu'ils occupaient. L'Ahnenerbe et les SS avaient développé des procédures spécifiques pour identifier et déplacer des objets de valeur culturelle et symbolique. La lance de Vienne, récupérée en 1938, en était l'exemple le plus visible. Mais derrière ce cas se trouvait une opération beaucoup plus vaste qui, au cours des années de guerre, dépouillerait musées, églises, collections privées et communautés juives de millions de pièces à travers toute l'Europe. Le suaire fut d'abord amené au palais du Quirinal à Rome, puis, le 25 septembre 1939, il fut transféré à l'abbaye bénédictine de Montevergine, dans les montagnes d'Avellino, à environ 60 km à l'est de Naples. Les moines bénédictins reçurent l'objet avec des instructions précises, le protéger, ne pas en parler, et en aucun cas révéler sa localisation à des personnes extérieures au monastère. La garde silencieuse dura 4 ans sans complications majeures. Mais en septembre 1943, la situation changea brusquement. Les troupes allemandes envahirent le nord et le centre de l'Italie après l'armistice italien du 8 septembre. Les SS commencèrent à opérer dans des territoires qui, quelques semaines auparavant, étaient des alliés du Reich. Tout objet de valeur symbolique ayant survécu entre les mains des Italiens était désormais en danger immédiat. Le 14 septembre 1943, un groupe de soldats allemands arriva à l'abbaye de Montevergine. Ils fouillèrent les chambres, inspectèrent les dépendances et entrèrent dans la chapelle où le suaire était gardé. Ils ne le trouvèrent pas. Selon le témoignage du bénédictin Andreu Ripoll, qui fut interviewé des décennies plus tard par l'écrivaine Montserrat Rico Góngora,
Au moment de la fouille, les moines étaient en prière collective autour de l'autel, formant un mur humain involontaire sur le cachette de l'objet. Les soldats regardèrent, ne virent rien d'inhabituel et se retirèrent. Ce fut un cas extrême où la routine religieuse fonctionna comme la meilleure protection possible. Le suaire avait été littéralement caché à la vue de tous, sous les mains de ceux qui priaient sur lui. Après la guerre, le suaire fut exposé publiquement en octobre 1946 dans l'abbaye de Montevergine, avant d'être retourné à Turin, où il arriva en 1946. Le cardinal de Turin publia en novembre de cette année-là, dans la Revista Diocesana Turinessa, un communiqué adressé aux fidèles, dans lequel il reconnaissait que la décision de retirer le suaire de Turin avait été prudente, car bien qu'il ait été respecté par les bombes, il n'aurait peut-être pas échappé à l'envahisseur qui s'empressa de demander des nouvelles. Cette dernière phrase est la plus révélatrice de toutes. Il n'a pas dit que les Allemands n'avaient pas su pour le suaire. Il a dit qu'ils avaient posé des questions. Qui a posé les questions? Dans quel contexte et avec quelle intention? C'est quelque chose que les archives vaticanes et les registres de l'abbaye n'ont pas complètement éclairci. La question de savoir si les nazis avaient un intérêt spécifique pour le suaire est plus complexe qu'il n'y paraît. D'un côté, l'idéologie officielle du nazisme n'était pas favorable au christianisme. Himmler le méprisait pour ses origines sémitiques, et Lahnenerbe consacra des efforts considérables à discréditer le récit chrétien des origines européennes. D'un autre côté, la recherche d'objets ayant un pouvoir symbolique ou surnaturel n'avait pas de limite doctrinale dans la pratique. Si un objet avait une influence sur la mentalité des masses, c'était une ressource stratégique, quelle que fût son origine religieuse. Ce qui est certain, c'est que le suaire survécut à la guerre intact. Aujourd'hui, il est conservé dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste à Turin. Les analyses de radiocarbone réalisées en 1988 par des laboratoires à Oxford, Zurich et Tucson datèrent le tissu entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ, ce qui le situerait dans l'Europe médiévale. Des recherches ultérieures ont mis en question cette datation en raison de possibles contaminations de l'échantillon. Le débat scientifique sur son authenticité reste ouvert, mais ce qui s'est passé dans l'abbaye de Montevergine le 14 septembre 1943 ne dépend pas de ce débat. C'est un fait documenté. Et dans cette histoire, la relique la plus célèbre du christianisme fut à moins d'1 mètre des mains qui voulaient la posséder. La salle de l'Ambre, la 8e merveille du monde qui a disparu en 36 heures. Le 14 octobre 1941, un train quitta la gare de Pouchkine, en périphérie de Leningrad, à destination de Königsberg, la capitale de l'ancienne Prusse orientale. À bord, 27 caisses en bois. À l'intérieur de ces caisses se trouvaient les panneaux d'ambre, les mosaïques de pierre florentine, les miroirs sculptés et les incrustations d'or qui avaient constitué pendant près de 2 siècles la salle de l'Ambre du palais Catherine, ce que beaucoup considéraient comme la merveille décorative la plus extraordinaire d'Europe. Les soldats du groupe d'armée nord de la Wehrmacht l'avaient démontée en 36 heures. La salle de l'Ambre avait été conçue en 1701 par le sculpteur baroque allemand Andreas Schlüter pour le palais de Charlottenburg à Berlin, sous la commande du roi Frédéric Ier de Prusse. L'assemblage de l'ambre, un matériau qui devient extraordinairement fragile lorsqu'il est sec, fut achevé par les artisans danois Gottfried Wolfram, puis Gottfried Thurau et Ernst Schacht de Danzig. En 1716, le roi Frédéric Guillaume Ier l'offrit en cadeau diplomatique au tsar Pierre le Grand de Russie afin de consolider une alliance stratégique. Pierre l'installa au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. En 1755, l'impératrice Élisabeth la transféra au palais Catherine à Tsarskoye Selo, où elle fut agrandie et perfectionnée pour couvrir 55 mètres carrés de surface murale, avec plus de 6 tonnes d'ambre de la Baltique soutenues par une feuille d'or. Lors de son vol, sa valeur était estimée à plus de 140 millions de dollars de l'époque. Lorsque la Wehrmacht avança vers Leningrad à l'été 1941, les conservateurs du palais Catherine tentèrent de démonter la salle pour l'évacuer. C'était impossible. L'ambre, séchée pendant des décennies, se décomposait au moindre contact. Ils tentèrent de la cacher en collant du papier peint sur les panneaux. Lorsque les soldats allemands du Einsatzkommando arrivèrent en septembre 1941, ils trouvèrent la salle derrière son déguisement misérable en quelques minutes. Les soldats eux-mêmes démontèrent certains panneaux avec les crosses de leurs fusils, brisant de l'ambre qui avait survécu pendant 200 ans.
Malgré le vandalisme, la majeure partie de la salle fut empaquetée dans 27 caisses et envoyée par train à Königsberg, où le directeur du musée du château, Alfred Rode, un spécialiste de l'ambre baltique, l'installa et l'exposa publiquement. Le 13 novembre 1941, un journal de Königsberg annonça l'exposition. Hitler considérait la salle de l'ambre comme une propriété allemande en raison de son origine prussienne et son transfert faisait partie de la politique systématique du Reich de rapatrier, ou simplement de voler, des objets culturels que le régime définissait comme héritage arien. Pendant 2 ans, la salle fut exposée à Königsberg. En 1943, avec les bombardiers alliés attaquant les villes allemandes de l'Est, Rode reçut l'ordre de démonter et de réemballer la salle à nouveau. Les 27 caisses furent déplacées dans le sous-sol du château. Le 26 août 1944, la Royal Air Force bombarda Königsberg en 2 vagues qui durèrent 2 nuits consécutives et détruisirent le centre historique de la ville. Le château subit de graves dommages. En janvier 1945, avec l'armée rouge avançant depuis l'Est, Hitler ordonna l'évacuation des objets volés de Königsberg. Ce qui arriva aux caisses de la salle de l'ambre à ce moment-là est précisément ce que personne n'a pu déterminer avec certitude en 80 ans. La dernière personne à avoir confirmé avoir vu les caisses fut le propre Alfred Rode, le 12 janvier 1945. Des mois plus tard, Rode mourut du typhus en décembre 1945, emportant avec lui toute information supplémentaire qu'il aurait pu avoir. Le professeur Alexander Bruzov, responsable soviétique de la récupération des objets volés en mai 1945, inspecta les restes du château de Königsberg et trouva des morceaux de 3 des 4 mosaïques de pierre florentine qui faisaient partie de la salle, ainsi que des charnières et des ferrures métalliques carbonisées. Sa conclusion officielle, consignée dans les documents des archives nationales russes, fut que la salle de l'ambre fut détruite entre le 9 et le 11 avril 1945, pendant la bataille finale de Königsberg. L'ambre a un point de fusion entre 200 et 380 degrés Celsius. Un incendie intense suffisait à le réduire en cendres sans laisser de traces reconnaissables. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 1997, les autorités allemandes récupérèrent le 4e mosaïque de pierre florentine qui avait été volé de la salle lors de l'une de ses réinstallations par un soldat allemand. Il était en possession du fils du soldat. En 2000, cette mosaïque et une armoire identifiées comme appartenant à la salle furent formellement rendues à la Russie. Ce sont les seuls fragments récupérés de l'original. Les recherches ultérieures ont généré des théories divergentes. Que les caisses furent chargées à bord du navire Wilhelm Gustloff qui quitta Gdynia en janvier 1945 et fut torpillé par un sous-marin soviétique. Les débris du navire ont été explorés sans trouver de traces de l'ambre. Qu'elles sont enterrées dans un bunker souterrain à Mamerki, dans le nord-est de la Pologne, où des témoignages locaux ont signalé des camions déchargeant des caisses grandes à la fin de la guerre. Qu'elles ont survécu dans des mines de sel près de la frontière tchèque, ou qu'elles n'ont jamais quitté le sous-sol du château de Königsberg, que le gouvernement soviétique fit démolir en 1968, éliminant ainsi toute possibilité d'une recherche archéologique in situ. En 1979, l'Union soviétique prit la décision de construire une réplique. Des artisans russes travaillèrent pendant plus de 2 décennies en utilisant des photographies anciennes et des plans originaux. Le gouvernement allemand apporta des fonds lorsque le budget russe fut épuisé. C'est l'entreprise énergétique allemande E.ON qui finança la dernière étape. En 2003, le président Vladimir Poutine et le chancelier Gerhard Schröder inaugurèrent ensemble la salle reconstruite au Palais Catherine. Le chercheur Georg Stein, ancien soldat allemand qui consacra des décennies à retrouver l'ambre original et réussit à récupérer d'autres objets volés pendant la guerre, fut retrouvé mort dans une forêt de Bavière en 1987. Il était nu et avait l'abdomen ouvert avec un bistouri. Les circonstances n'ont jamais été éclaircies. Le général Yuri Gusev, sous-directeur du GRU, service de renseignement militaire russe, mourut dans un accident de voiture en 1992, peu après avoir été identifié comme source d'un journaliste enquêtant sur la salle de l'ambre. Ses collègues écartèrent publiquement que l'accident fut fortuit. Ce qui avait commencé comme un cadeau diplomatique entre 2 monarchies européennes est devenu l'un des objets les plus recherchés, les plus dangereux à localiser et probablement les plus détruits de la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction existe. L'original, presque certainement non.
Les joyaux impériaux et le trésor de Quedlinburg, les reliques que Hitler considérait comme les siennes. Dans le bunker creusé sous la roche sablonneuse de la forteresse médiévale de Nuremberg, dans une chambre renforcée que Himmler avait ordonné de construire en anticipant l'invasion alliée, se trouvait une boîte en cuir rouge posée sur un coussin de velours. À l'intérieur de cette boîte reposait une pointe de lance romaine. Autour de celle-ci, dans des tiroirs soigneusement étiquetés, était conservée la couronne du Saint-Empire romain germanique, recouverte de saphirs non taillés, de rubis et d'améthystes. Un sceptre en argent. Un orbe en or surmonté d'une croix incrustée de pierres précieuses. Une épée médiévale portant le nom de Mauritius gravé sur son étui. Un manteau impérial brodé de chameaux et de lions en perles. 32 pièces au total, les Reichskleinodiens, les joyaux impériaux du Saint-Empire, que Hitler considérait comme le cœur symbolique de son Troisième Reich et la continuation directe de l'héritage germanique. L'histoire de la façon dont ces pièces arrivèrent dans ce bunker commence au palais de Hofburg à Vienne, où elles étaient restées depuis que le baron von Hügel les avait vendues aux Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle. Après l'Anschluss de mars 1938, Hitler les revendiqua comme patrimoine allemand. Le 29 août de cette année-là, le train blindé qui transportait la lance de Longinos emportait également la totalité des joyaux impériaux vers Nuremberg, ville que Hitler appelait l'âme du parti nazi et qu'il considérait comme le siège spirituel du Reich. Le maire de Nuremberg, Willy Liebel, reçut les pièces avec des honneurs militaires. Les joyaux impériaux avaient une histoire de plus de 1000 ans. La couronne avait été utilisée lors des couronnements des empereurs du Saint-Empire depuis le Xe siècle, y compris ceux d'Othon Ier, Frédéric Barberousse et, selon la tradition, Charles V. L'épée de Saint-Maurice, ainsi nommée parce qu'elle était attribuée aux martyrs romains du IIIe siècle, avait accompagné les couronnements pendant 8 siècles. L'orbe et le sceptre représentaient les deux pouvoirs de l'empereur, le spirituel et le temporel. Pour Hitler, posséder ces objets n'était pas de l'archéologie ni du collectionnisme. C'était une déclaration de légitimité dynastique. Le Troisième Reich en tant qu'héritier direct du pouvoir impérial germanique. Lorsque les bombardements alliés intensifièrent les attaques sur Nuremberg en 1944, les joyaux furent transférés dans le bunker souterrain que Himmler avait fait creuser sous le château. L'entrée était camouflée en tant que garage d'une boutique d'antiquités dans une ruelle du centre historique, avec un panneau indiquant simplement « Antiquité », nouvelle et usagée. Personne ne suspectait ce qu'il y avait derrière. Quand la 7e armée des États-Unis prit Nuremberg en avril 1945, le lieutenant Walter William Horn, un historien de l'art d'origine allemande qui, avant la guerre, enseignait à l'Université de Californie à Berkeley, fut chargé de localiser le trésor. Horn parlait couramment l'allemand et pressa méthodiquement les fonctionnaires municipaux allemands qui connaissaient l'emplacement. L'un d'eux, un homme nommé Hubert, finit par parler. Horn trouva le bunker, la chambre blindée et les 32 pièces intactes. Parmi elles, 5 avaient disparu. L'enquête sur les 5 pièces manquantes, toutes centrales pour la cérémonie de couronnement impérial, occupa des mois et fut ordonnée personnellement par le général Dwight D. Eisenhower, qui comprenait que ces objets, entre de mauvaises mains, pouvaient devenir le symbole d'une renaissance nazie. Les recherches conduisirent Horn à traquer des réseaux de chevaliers teutoniques d'après-guerre qui gardaient des trésors cachés. Les 5 pièces furent finalement récupérées. Le trésor complet fut renvoyé à Vienne, où il peut aujourd'hui être visité dans la salle du trésor impérial du palais de Hofburg, exactement là où il se trouvait avant que Hitler ne le vole. Mais les objets impériaux ne furent pas les seuls que les SS transformèrent en outils de leur idéologie. À 80 km au nord de Quedlinburg, dans les contreforts du Harz, existait depuis le Xe siècle l'abbaye de Quedlinburg et son église collégiale de Saint-Servaas, fondée par Othon Ier le Grand en 936 comme mémorial à son père, Henri Loiseleur. Cette église conservait ce que l'UNESCO décrirait plus tard comme le trésor ecclésiastique médiéval le plus précieux d'Europe après Aix-la-Chapelle et Halberstadt. Des manuscrits enluminés du IXe siècle avec des couvertures incrustées de pierres précieuses, des reliquaires de l'époque de Charles le Chauve, un évangéliaire avec des incrustations d'or et d'argent et un peigne liturgique en ivoire du Xe siècle. Pour Himmler, Quedlinburg représentait plus qu'un simple trésor artistique. Henri Loiseleur, dont la tombe reposait dans la crypte de l'église, était sa figure de vénération personnelle.
le premier roi germain unifié, celui que Himmler croyait être la réincarnation directe et dont il consultait l'esprit lors de ses visites solitaires à la tombe. À partir de 1936, lors du millénaire de la mort d'Henri, Himmler transforma l'Église en sanctuaire des SS. Les symboles chrétiens furent retirés. Les runes Sig, l'aigle et la swastika les remplacèrent. Chaque 2 juillet, anniversaire de la mort du roi, Himmler dirigeait personnellement une cérémonie dans la crypte qui mêlait rituels païens et liturgie politique. En 1942, lorsque les bombardements alliés commencèrent à menacer les villes allemandes, les gardiens de l'église déplacèrent le trésor dans une mine dans les montagnes du Harz, au sud-ouest de Quedlinburg, pour le protéger. Le 19 avril 1945, des troupes du 87e bataillon d'artillerie blindée de l'armée des États-Unis occupèrent la zone et prirent en charge la garde de la mine. Un mois plus tard, les fonctionnaires de l'église découvrirent que 12 des pièces les plus précieuses avaient disparu. Le responsable était le lieutenant Joe Tom Meador, un Texan formé aux arts plastiques qui avait utilisé ses connaissances pour sélectionner exactement les pièces de la plus grande valeur avant que son unité ne se retire en juillet 1945. Il les envoya une par une dans des paquets postaux à ses parents à Whitewright, Texas. Dans l'une des lettres qui les accompagnaient, il décrivait l'une des couvertures des évangéliaires comme étant peut-être en or pur, avec des émeraudes, du jade et des perles. Meador mourut en 1980 sans avoir été jugé. Son frère Jack commença à utiliser les pièces comme garantie dans une banque locale du Texas dans les années 80. En juin 1990, The New York Times révéla le nom du voleur. Le litige juridique qui suivit se conclut en 1992 par un accord selon lequel les héritiers de Meador reçurent 912 500 $ dans le cadre d'une résolution totale de 2,75 millions et la plupart des pièces furent retournées à l'église de Quedlinburg en 1993. 2 pièces restent disparues à ce jour. Le trésor de Quedlinburg illustre brutalement l'un des schémas les plus constants de l'après-guerre. Les objets que les nazis ont idéologisés et que les Alliés n'ont pas bien protégés ont fini par se retrouver dispersés parmi les soldats, les collectionneurs et les héritiers qui, pendant des décennies, ont ignoré ou choisi d'ignorer leur provenance. Le buste de Néfertiti, la reine que Hitler se refusa à rendre. Le 6 décembre 1912, l'archéologue allemand Ludwig Borchardt fouillait à Amarna, l'ancienne capitale du pharaon Akhenaton, lorsque l'un de ses travailleurs détecta dans les décombres de ce qui avait été l'atelier du sculpteur royal Thoutmôsis un objet différent de tout ce que l'équipe avait trouvé jusqu'alors, un coup de couleur chair émergeant du sable. Les fouilleurs laissèrent de côté leurs outils et, à main nue, extrayèrent l'objet centimètre par centimètre. Ce qui apparut fut un buste en calcaire recouvert de stuc peint, mesurant 50 cm de hauteur et pesant environ 20 kg. Le diadème bleu royal était intact. L'œil droit, serti de quartz avec un iris peint en noir, était toujours en place. Le gauche n'avait jamais été placé. Le buste était inachevé lorsque l'atelier fut abandonné. C'était le portrait de Néfertiti, grande épouse royale du pharaon Akhenaton, datant de l'année 1345 avant Jésus-Christ. Dans ses notes personnelles de cet après-midi-là, Borchardt écrivit une seule phrase. « La description est inutile. Il faut voir. » Puis il prit une décision délibérée. Lors de la présentation des découvertes à l'inspecteur égyptien Gustave Lefebvre pour le partage légal des pièces entre la mission archéologique et l'État égyptien, Borchardt choisit une photographie du buste prise sous un angle qui dissimulait sa qualité, et il le classa dans la liste d'échanges aux côtés de sculptures en plâtre de moindre importance. Le buste était enveloppé et dans une boîte lorsque Lefebvre vint l'examiner. Des années plus tard, les lettres personnelles de Borchardt à ses mécènes allemands révéleraient qu'il avait agi délibérément. Il avertit ses mécènes de ne pas parler des découvertes tant qu'elles ne seraient pas en sécurité hors d'Égypte, car si les Égyptiens apprenaient l'existence de ces magnifiques artefacts, ils pourraient vouloir les conserver. Le buste quitta l'Égypte classé comme une pièce mineure d'un intérêt limité. La mission était financée par l'entrepreneur et collectionneur berlinois James Simon, qui en 1920 fit don du buste ainsi que du reste des découvertes d'Amarna au Musée d'État de Berlin. Néfertiti fut exposé publiquement pour la première fois en janvier 1924 au Neues Museum de l'île des Musées et produisit immédiatement l'effet d'une explosion culturelle.
La presse allemande en fit un symbole national. En 1930, les journaux berlinois la décrivirent comme le nouveau monarque de l'Allemagne, la personnifiant comme une reine qui restaurerait l'identité nationale impériale allemande après l'humiliation de 1918. Le Kaiser Guillaume II, déjà en exil aux Pays-Bas, demanda et obtint une réplique. La controverse sur la restitution commença presque immédiatement. En 1925, les autorités françaises qui géraient le service des antiquités égyptiennes entamèrent des négociations formelles pour récupérer la pièce. L'opinion publique allemande, attisée par une presse nationaliste qui ne faisait que depuis un an l'exposition de Néfertiti comme symbole de la grandeur germanique, bloqua tout accord. Le buste resta à Berlin. Lorsque les nazis prirent le pouvoir en 1933, la position allemande concernant Néfertiti devint explicite et sans appel. Hermann Göring, le second homme du Reich, tenta d'utiliser le retour du buste comme un geste diplomatique envers l'Égypte dans le cadre des intérêts géopolitiques allemands en Afrique du Nord. Hitler bloqua personnellement la démarche. Dans l'une des phrases les plus documentées sur sa relation avec l'œuvre, le Führer déclara « Je ne rendrai jamais la tête de la reine ». Il décrivit le buste à une autre occasion comme un chef-d'œuvre unique, un ornement, un véritable trésor. Le refus n'était pas seulement esthétique, il était politique. Néfertiti était, dans la narration nazie, un symbole de la supériorité culturelle germanique sur le reste du monde. Le fait que l'objet fût égyptien était un détail que l'idéologie du Reich savait ignorer avec aisance. Lorsque les bombardements alliés commencèrent à menacer Berlin sérieusement, le régime agissait selon la même logique que celle appliquée à la lance du destin ou aux joyaux impériaux. Les objets que Hitler considérait comme les siens devaient survivre à la guerre sous sa garde. En 1939, le Neues Museum ferma ses portes au public. Les artefacts furent évacués par vagues successives. Néfertiti fut d'abord transférée dans la cave de la Banque gouvernementale de Prusse, où elle resta stockée dans des conditions de température et d'humidité non idéales pour la préservation du stuc. À l'automne 1941, elle fut emmenée dans la tour d'un bunker anti-aérien à Berlin. Lorsque la Royal Air Force bombarda le Neues Museum en 1943 et réduisit une grande partie du bâtiment en décombres, la reine n'était déjà plus là. Le 6 mars 1945, avec les troupes soviétiques avançant sur Berlin et la ville en état de chaos, le buste fut transféré une dernière fois sous garde nazie, dans une mine de sel à Merkerskieselbach, en Thuringe, à environ 300 km au sud-ouest de Berlin. La même mine qui, le 8 avril 1945, fut découverte par les soldats du 3e armée des États-Unis et qui contenait, en plus du buste, 250 tonnes de réserves d'or du Reichsbank, des milliers de billets de différentes devises européennes et des centaines d'œuvres d'art. Le général George S. Patton inspecta personnellement la mine le 12 avril 1945. Selon les rapports des Monuments Men qui cataloguèrent le contenu, Néfertiti était conservé dans un sac en plastique à l'intérieur de sa boîte de transport. L'objet que Hitler considérait comme l'une des possessions les plus précieuses du Reich avait survécu à la guerre dans des conditions d'emballage que tout conservateur de musée aurait jugé inappropriées. Les troupes américaines transférèrent le buste à Wiesbaden, dans la zone d'occupation américaine, où il fut exposé au public en 1946. Lorsque Berlin fut divisé par le mur en 1961, Néfertiti se trouvait dans le secteur occidental. Elle fut exposée au musée égyptien du quartier de Charlottenburg à partir de 1967. En 1991, après la réunification allemande, commencèrent des années de transferts provisoires entre différents espaces muséaux de Berlin. En 2009, lorsque l'architecte britannique David Chipperfield acheva la reconstruction du Neues Museum, un processus de 295 millions d'euros qui dura 6 ans et respecta méticuleusement les cicatrices du bâtiment bombardé, Néfertiti revint dans la salle où elle avait été exposée pour la première fois en 1924. Aujourd'hui, elle repose dans une vitrine en verre pare-balles dans une salle à lumière tamisée au premier étage du musée. C'est l'objet le plus visité de Berlin et l'un des 10 plus visités au monde. L'Égypte n'a cessé de réclamer son retour. L'archéologue Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités égyptiennes, transforma la restitution du buste en une cause personnelle pendant des décennies.
En 2007, le directeur de l'époque du Neues Museum, Dietrich Wildung, prêta temporairement une réplique en silicone de Néfertiti à une exposition au Grand Palais de Paris dans un contexte mêlant le buste original à de l'art contemporain. Les fonctionnaires égyptiens réagirent par une indignation diplomatique formelle. Le ministre de la Culture, Farouk Hosni, déclara publiquement que Néfertiti n'était pas entre de bonnes mains. Wildung et sa femme furent interdits de fouilles en Égypte. La Fondation du patrimoine culturel prussien, qui administre le Neues Museum, maintient une position inébranlable. Le buste a été obtenu légalement selon les normes de partage des découvertes en vigueur en 1912. Ce que ces normes ne disent pas, mais ce que l'historiographie contemporaine souligne, c'est qu'elles n'existaient que parce que l'Égypte était sous contrôle colonial britannique et manquait de souveraineté réelle sur son propre patrimoine. L'historien allemand Sebastian Conrad, auteur de la construction d'un icône mondial, résuma l'argument avec précision. C'était légal à l'époque, mais pas légitime du point de vue actuel. Ce qui rend l'affaire de Néfertiti singulière dans l'histoire du pillage nazi, ce n'est pas que Hitler l'ait volée. Le buste était déjà à Berlin lorsqu'il arriva au pouvoir, mais qu'il choisit de la protéger comme si elle était sienne, de la refuser comme monnaie d'échange diplomatique et de risquer des ressources militaires pour l'évacuer pendant que Berlin brûlait. Dans la hiérarchie de ce que le Reich considérait comme irremplaçable, une reine égyptienne de 3300 ans occupait une place aussi élevée que les joyaux des empereurs germaniques. Ce choix en dit plus sur la nature du régime que n'importe quel décret ou discours. Le pouvoir qui prétendait représenter la pureté de la race aryenne trouva en une reine du nord de l'Afrique l'image qui incarnait le mieux sa notion de beauté et de grandeur. Et il se refusa à la lâcher jusqu'au dernier jour. La Mercedes de Hitler, le trône sur roue que personne ne voulait montrer. Il y a une image qui se répéta pendant 12 ans avec une régularité presque hypnotique. Une voiture noire avançant lentement sur une avenue bordée de drapeaux, tandis que des dizaines de milliers de bras se levaient vers le ciel. Le véhicule n'était pas un détail logistique du protocole nazi. C'était la pièce maîtresse d'une grammaire visuelle conçue pour transformer le mouvement en pouvoir, la vitesse en domination et l'apparition publique d'un homme en un rituel politique sans équivalent dans l'histoire moderne. La Mercedes-Benz 770, connue en allemand sous le nom de Grosser Mercedes, Grand Mercedes, fut conçue dès son origine comme un véhicule d'État. Ses dimensions en disaient long, 6 mètres de long, une hauteur imposante lorsqu'il était à l'arrêt et un moteur de 7,7 litres suralimenté capable de dépasser les 160 km à l'heure. Il était tellement cher que son prix n'apparaissait même pas dans le catalogue de la marque. 88 unités du modèle furent fabriquées entre 1930 et 1943, dont un nombre non précisé fut acquis ou réquisitionné pour l'usage de l'appareil nazi. La version décapotable fut celle que Hitler utilisa lors des défilés. Elle lui permettait de se montrer debout, visible depuis n'importe quel point de la foule, à une hauteur qu'aucun homme au sol ne pourrait atteindre sans infrastructure. Chaque trajet urbain était chorégraphié. Vitesse réduite, escorte à distance calculée, position du leader fixe au centre du plan. La voiture ne transportait pas Hitler, elle l'exposait. La différence n'est pas sémantique. C'est la différence entre un moyen de transport et une scène mobile. Mais sous la carrosserie élégante opérait une logique qui contredisait le spectacle, la peur. Les versions blindées du 770 incorporaient des plaques d'acier de 18 mm sur toute la carrosserie. Une plaque supplémentaire de 11 mm à la base, conçue pour résister à l'explosion de 500 grammes de dynamite, des portes de 12 cm d'épaisseur pesant 150 kg chacune, l'équivalent de 8 portes conventionnelles, et des fenêtres en verre feuilleté de 4,5 cm d'épaisseur à l'épreuve des balles. Chaque solution technique était la réponse matérielle à une menace réelle. Le régime savait précisément combien de personnes en Allemagne et dans les territoires occupés voulaient tuer leur leader. La paradoxe centrale du véhicule était que son usage propagandiste le rendait vulnérable. Lors des défilés, Hitler se montrait redressé au-dessus de la taille, hors de portée effective de toute protection. La sécurité cédait à la théâtralité chaque fois que le spectacle l'exigeait. La voiture était simultanément une forteresse et une vitrine, et cette contradiction n'était pas un défaut de conception, mais une synthèse du système entier. Il existait également la Mercedes-Benz 540 G4, un véhicule tout-terrain à 3 essieux et 6 roues utilisé lors de visites sur le front, d'inspections militaires et de parcours dans les territoires récemment occupés.
Sa fonction n'était pas cérémonielle au même titre que le 770, mais sa présence dans des terrains difficiles transmettait le même message. L'ingénierie allemande avançait sans se laisser arrêter par aucun obstacle géographique. Au début du mois de mai 1945, une escouade du 20e régiment blindé de l'armée des États-Unis, dirigée par le sergent Joe Azara, localisa dans une gare de triage du village de Laffen, au nord de Salzbourg, en Autriche, un convoi avec plusieurs véhicules du Reich. Parmi eux se trouvait un Mercedes 770 décapotable. Après un bref échange de tirs avec les dernières troupes allemandes qui gardaient l'endroit, le véhicule fut capturé et inventorié comme trophée de guerre. Ce qui suivit pendant des décennies fut une histoire d'identité confondue qui transforma la voiture en un énigma dans un énigma. Dans divers registres alliés, le même véhicule fut attribué à Hermann Göring, au général Heinrich von Kleist et à d'autres dignitaires du Reich. La confusion n'était pas accidentelle. Dans l'immédiate après-guerre, il n'y avait aucun intérêt institutionnel à préserver l'identité exacte des symboles de l'ennemi. Les véhicules étaient catalogués avec l'urgence de ceux qui gèrent des trophées de guerre, non avec la précision de ceux qui documentent l'histoire. Des décennies plus tard, lorsque des chercheurs commencèrent à croiser les numéros de châssis avec les registres de fabrication de Daimler-Benz et avec les archives de la chancellerie, l'image se clarifia. L'examen détaillé de la plaque d'immatriculation qui était restée sur le véhicule révéla le numéro d'enregistrement personnel d'Hitler. Avec l'assistance de l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest, il fut confirmé que la voiture avait appartenu spécifiquement à Hitler et avait été utilisée à la chancellerie. Ce qui avait été présenté pendant des années comme la voiture de Göring était en réalité la voiture du Führer lui-même. Cette rectification ouvrit des questions qui ne furent jamais complètement fermées. Si l'identité du véhicule avait été incorrecte pendant tant de temps dans les registres institutionnels, combien d'autres objets du Reich circulaient avec des attributions erronées? Et combien avaient disparu dans le marché privé précisément parce que l'imprécision documentaire le facilitait? À partir des années 70, la trace de la Mercedes la plus connue dériva vers le circuit des enchères internationales de collections historiques. La voiture fut annoncée avec des chiffres allant de plusieurs à des dizaines de millions de dollars. Dans certains cas, la vente ne se concrétisa pas. Dans d'autres, les résultats restèrent enveloppés dans des communiqués ambigus. Lorsque des noms de potentiels acheteurs émergèrent, parmi lesquels des références à des magnats internationaux et à un acheteur russe jamais identifié avec certitude, au moins l'un des personnes mentionnées nia publiquement être le propriétaire. Ce démenti n'éclaircit rien. L'opacité du marché privé d'objets historiquement compromis fonctionne exactement de cette manière. Plus il est difficile de l'exhiber sans conséquence, plus la possession discrète devient précieuse. Aujourd'hui, il existe une Mercedes 770K liée à Hitler qui peut être visitée au Canadian War Museum d'Ottawa, au Canada, acquise par le gouvernement canadien après la guerre. Il y en a une autre au Musée national d'histoire militaire de Diekirch, au Luxembourg. Et il y en a au moins une autre dont l'emplacement exact n'est documenté dans aucun registre public. Les bagues des SS et les objets du Wewelsburg, le butin qui se dispersa. À l'automne 1944, avec les fronts oriental et occidental se refermant sur le Reich, Himmler ordonna que toutes les bagues d'honneur des SS qui avaient été renvoyées au château de Wewelsburg après la mort de leur porteur soient détruites. L'ordre fut partiellement exécuté. Certaines bagues furent fondues ou enterrées. Combien exactement et où, c'est quelque chose que les registres des SS ne clarifient pas, car les registres eux-mêmes furent détruits. La bague d'honneur des SS, l'Ehrenring ou Totenkopfring, était l'objet personnel le plus chargé de symbolisme dans le cadre cérémoniel du Reich. Ce n'était ni un grade ni une décoration, c'était une admission. Himmler la remettait personnellement aux membres qu'il considérait dignes de faire partie de l'élite des SS, et lorsqu'un porteur mourait, la bague devait être retournée à Wewelsburg, où Himmler la conservait comme si chaque bague était une extension de l'esprit du défunt déposé au château pour l'éternité. Le design de la bague était invariable, argent massif avec une tête de mort au centre, le Totenkopf, symbole de fidélité jusqu'à la mort. Des runes agales sur les côtés, une double rune sig et une svastika. À l'intérieur, des gravures, le nom du porteur, la date de remise et la signature de Himmler. Entre 1933 et 1945, environ 14 500 bagues furent fabriquées.
selon les registres du fabricant Karl Diebitsch, concepteur officiel de l'objet pour les SS. Parmi ces 14 500, la recherche historique a pu localiser avec certitude moins de 400. Le sort des autres est l'une des questions les plus actives du marché des antiquités militaires allemandes. Les bagues apparaissent régulièrement dans les maisons de vente aux enchères en Europe et en Amérique du Nord, à des prix oscillant entre 30 000 et 100 000 euros par pièce, en fonction de leur état de conservation, de la notoriété du porteur original et de la documentation disponible. L'authenticité est difficile à vérifier. Le nombre de contrefaçons en circulation est, selon les spécialistes du marché, au moins égal à celui des pièces authentiques. Wewelsburg n'était pas seulement le dépôt des bagues. C'était l'endroit où étaient stockés, dans des bibliothèques et des vitrines, une collection d'objets archéologiques, artistiques et rituels que l'Ahnenerbe et les SS avaient accumulés au fil des ans. Des livres de mythologie de dizaines de cultures, des manuscrits médiévaux, des objets rituels germaniques, des pièces des fouilles à Edeby, à Olympie, en Bohuslän, des photographies et des registres des expéditions au Tibet, en Finlande et en Suède. L'inventaire exact de cette collection n'a jamais été complété, car le 31 mars 1945, lorsque les troupes allemandes dynamitèrent partiellement la tour nord et abandonnèrent le château, une grande partie de ce matériel fut emportée, dispersée ou détruite dans le chaos des derniers jours. Ce qui survécut fut récupéré de manière fragmentaire par les troupes américaines du 3e armée qui entrèrent à Buren le 2 avril 1945. Parmi les objets trouvés sur place figuraient des documents de l'administration interne des SS, certains matériaux de la bibliothèque et du mobilier cérémonial. Mais les objets de plus grande valeur symbolique, les bagues conservées dans le château, les instruments rituels de la salle du Soleil Noir, les objets de la chambre du Graal, ne furent pas retrouvés. Ils avaient été évacués, détruits ou cachés dans un rayon inconnu autour du château. Depuis 1977, le musée de Wewelsburg a récupéré et expose publiquement une partie de cette histoire. Mais la récupération a été nécessairement incomplète. Des recherches menées par le musée dans les décennies suivantes ont trouvé des indices que, du moins une partie du contenu du château, fut enterrée dans les forêts environnantes ou transférée à des endroits en Bavière avant la capitulation. Aucune de ces localisations n'a été confirmée archéologiquement. Les bagues qui ont été localisées racontent des histoires individuelles que l'appareil collectif du nazisme tendait à effacer. La bague de Reinhard Heydrich, chef du SD, architecte de l'Holocauste, assassiné à Prague le 4 juin 1942 après l'attentat perpétré par les parachutistes tchèques Józef Gabčík et Jan Kubis, fut retournée à Wewelsburg selon le protocole établi. Son emplacement actuel est inconnu. La bague d'Ernst Röhm, chef des SA exécuté pendant la nuit des couteaux longs en juillet 1934, n'a pas non plus été retrouvée. Celle de Rudolf Hess, qui s'enfuit en Écosse en mai 1941 dans un vol non autorisé et fut emprisonné en Grande-Bretagne jusqu'à sa mort à la prison de Spandau en 1987, se trouve en main privée selon les dernières informations disponibles, bien qu'aucune confirmation publique de son propriétaire n'ait été faite. La dispersion des objets du Wewelsburg est, au fond, le reflet matériel de ce qui est arrivé à toute l'idéologie qui les a produits. Elle ne disparut pas avec la défaite. Elle se fragmenta, se cacha, passa en main privée et survécut dans de petits objets qui circulent entre des personnes qui préfèrent ne pas expliquer comment elles sont devenues propriétaires de ces artefacts. Dans les sous-sols de certaines maisons de collectionneurs en Allemagne, en Autriche, en Argentine et aux États-Unis, il existe des objets qui ont appartenu au château que Himmler appela le nombril du monde. Ils ne sont pas dans les musées. Ils ne sont pas documentés dans les registres publics. Ils sont dans des boîtes, dans des vitrines privées, dans des chambres que personne ne montre. Et cela, pour les chercheurs qui les cherchent depuis des décennies, est exactement aussi perturbant que leur disparition. Le portrait d'un jeune de Raphaël, l'œuvre que personne n'a retrouvée. En septembre 1939, lorsque les divisions blindées allemandes franchirent la frontière polonaise et commencèrent l'occupation systématique du pays, l'un des premiers objectifs culturels identifiés par les équipes de pillage nazis fut le musée Czartoryski de Cracovie. Le musée abritait 3 œuvres d'une importance historique que les catalogues de l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'organisation de saisie culturelle dirigée par l'idéologue nazi Alfred Rosenberg, avaient marquées comme prioritaires. Le paysage avec la bonne nouvelle de Rembrandt, la dame à l'hermine de Léonard de Vinci,
et le portrait d'un jeune homme de Raphaël Sanzio. Les trois furent confisqués. Les trois finirent entre les mains de Hans Frank, l'avocat allemand que Hitler nomma gouverneur général de la Pologne occupée et qui établit sa résidence au château de Wawel à Cracovie, transformant l'une des joyaux de la Renaissance polonaise en son domicile personnel. Frank accrocha le Léonard et le Raphaël dans son bureau et ses salons privés. Au fil des années, les peintures voyagèrent avec Frank entre Berlin, Dresde, Linz et Cracovie, suivant les déplacements du front et du gouverneur général. Lorsque les troupes américaines arrêtèrent Hans Frank en mai 1945 au château de Wawel, elles trouvèrent le Léonard de Vinci. Elles trouvèrent aussi le Rembrandt, mais le portrait d'un jeune homme de Raphaël n'était pas là. Aucun document n'accompagnait Frank pour indiquer son emplacement. Le tableau avait disparu à un moment donné, entre l'automne 1944 et le printemps 1945, dans le chaos de la retraite allemande. La Dame à l'Hermine fut rendue à la Pologne en 1946 et est aujourd'hui exposée au Musée national de Cracovie. Le Raphaël n'est réapparu dans aucun inventaire connu, aucune enchère documentée, ni aucune collection privée vérifiée depuis 1945. L'œuvre en question était un portrait d'un jeune homme de 20 à 25 ans sur fond noir, vêtu de vêtements italiens de la Renaissance. Il fut peint par Raphaël entre 1513 et 1514 pendant son séjour à Rome. Les historiens de l'art le considèrent comme l'un des portraits les plus réussis de la période tardive de l'artiste, comparable en technique et en composition psychologique au grand portrait de la collection des Uffizi. Ses dimensions exactes sont de 72 par 56 cm. Il appartint à la famille Czartoryski depuis la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'il fut acquis en Italie par le prince Adam Kazimierz Czartoryski. Le FBI le figure sur sa liste des œuvres d'art les plus recherchées au monde. Le ministère de la Culture polonais a maintenu une recherche active et ininterrompue depuis 1945. En 2012, l'historien allemand Arthur Brand, spécialiste de la récupération d'art volé, affirma avoir des indices que la peinture se trouvait dans les mains d'un collectionneur privé européen. En 2019, un rapport commandé par le gouvernement polonais conclut que l'œuvre a probablement été détruite lors des bombardements ou de l'incendie de quelques dépôts allemands à la fin de la guerre. Cette conclusion n'a pas été acceptée unanimement. L'histoire du Raphaël illustre une dimension du pillage nazi qui reste souvent éclipsée par les reliques religieuses. Le vol systématique d'art de la Renaissance européenne, non pas comme un acte impulsif de soldats en campagne, mais comme une politique d'État planifiée, exécutée par des spécialistes avec des listes préétablies. Le Kümmel Report, rédigé en 1940 par l'historien de l'art allemand Otto Kümmel, à la demande directe de Joseph Goebbels, énumérait des dizaines de milliers d'œuvres d'art d'origine supposément allemande qui devaient être rapatriées depuis les musées à travers l'Europe. Le Raphaël de Cracovie ne figurait pas sur cette liste. Il fut simplement pris parce qu'il était disponible et parce que Hans Frank l'appréciait. Le contraste entre ces deux logiques de pillage, l'idéologique et la personnelle, explique pourquoi la récupération de l'art volé par les nazis reste active au XXIe siècle. Selon la Commission pour l'art volé en Europe, on estime qu'entre 1933 et 1945, les nazis ont confisqué ou volé environ 600 000 pièces d'art dans toute l'Europe. Parmi celles-ci, plus de 100 000 restent introuvables. Le Raphaël de Cracovie est le plus célèbre de ces absents, mais il n'est pas le seul. Le château de Wewelsburg, le centre spirituel du Nouvel Ordre. Il existe un triangle en Westphalie que Himmler choisit comme le nombril du monde. Ce n'était ni une ville importante, ni un nœud stratégique, ni un symbole historique évident. C'était un château médiéval en ruine dans la petite localité de Buren, au sud de Paderborn, le château de Wewelsburg. En 1934, Himmler le réquisitionna auprès de l'évêché de Paderborn. Le loyer annuel convenu était d'un mark allemand. Le choix n'était pas arbitraire. L'occultiste Karl Maria Willigut, qui devint brigadeführer des SS et mentor spirituel de Himmler, désigna Wewelsburg comme l'endroit où, selon ses prophéties, que Himmler prenait pour des transmissions du passé germanique, devait être établie la tête cérémonielle des SS. Willigut prétendait descendre d'une lignée sacrée de rois prêtres germaniques et affirmait se souvenir d'événements survenus il y a 12 000 ans. Himmler l'écoutait comme s'il s'agissait d'un oracle. Le château a un plan triangulaire, 2 tours orientées au sud et une au nord. Himmler choisit pour son usage personnel la tour sud-ouest.
La tour sud-est fut destinée à Hitler, décorée avec une bibliothèque spéciale et des tableaux, bien qu'il n'existe pas de preuves documentées que Hitler visita le lieu plus d'une ou deux fois, si ce n'est jamais. Les ailes latérales et méridionales abritèrent des milliers de livres de mythologie des peuples du monde, ainsi que des objets archéologiques et artistiques, dont beaucoup avaient été pillés dans les territoires occupés. La reconstruction la plus radicale affecta la tour nord. Elle fut complètement reconstruite sous la supervision de l'architecte Hermann Bartels. À l'intérieur, 3 étages furent construits pour des buts cérémoniels n'ayant pas d'équivalent dans aucun autre bâtiment du Troisième Reich. L'étage inférieur est une salle circulaire dont la voûte montre une croix gammée avec des bras prolongés. Au centre du sol, il y a un fossé peu profond entouré d'un mur de pierre, avec des restes de ce qui aurait pu être un canal de gaz pour maintenir une flamme allumée en permanence. 12 sièges entourent ce fossé. La version la plus acceptée par les chercheurs indique que c'est là que les bagues en argent personnalisées, que Himmler remettait aux hauts responsables des SS et qu'il récupérait lorsqu'il mourait, étaient conservées. L'étage intermédiaire, appelé la salle des généraux-majors, un grade réservé exclusivement à ceux que Himmler désignait par décision personnelle, présente au centre de son sol 12 runes Sig disposées en cercle formant une roue solaire, le Sonnenrad, que les nazis interprétaient comme le soleil noir ou Schwarze Sonne. Selon Walter Schellenberg, un officier du service de renseignement des SS qui décrivit la salle dans ses mémoires d'après-guerre, des cérémonies avec du feu, des processions de torches et des invocations aux dieux teutoniques étaient célébrées dans cet espace avec des individus sélectionnés. Parfois, un disque d'or était placé au centre du soleil noir, et les participants se disposaient autour pour faire des prières visant à établir un lien entre ce soleil noir du sol et la croix gammée gravée dans la voûte de l'étage inférieur, symboliquement considéré comme le monde souterrain. L'étage supérieur ne fut jamais terminé. Il était prévu qu'il soit recouvert d'un dôme de grande hauteur, transformant la tour nord en le point le plus visible de l'ensemble. La guerre en empêcha la réalisation. L'environnement autour du château ne fut pas complété non plus. Les plans élaborés par le service de Himmler montraient un réseau de bâtiments résidentiels et éducatifs destinés aux membres choisis des SS, avec le château à l'extrémité d'une forme qui, vue du ciel, ressemblait à la pointe d'une lance pointant vers le nord. Le projet fut définitivement annulé avec l'avancée alliée en 1945. Le 31 mars de cette année-là, les SS dynamitèrent partiellement la tour nord avant d'abandonner le château. Les raisons exactes ne furent jamais clarifiées. Cela pourrait avoir été pour empêcher les Alliés de documenter ce qui s'y était passé, ou simplement à cause du chaos de la défaite. Les livres, objets et registres à l'intérieur furent dispersés. Une partie fut récupérée par la suite. Le reste disparut. Depuis 1977, le château abrite le musée de Wewelsburg. Ces collections documentent l'histoire du lieu sous les SS et l'histoire des victimes du camp de concentration de Niederhagen, construit entre 1941 et 1943 à seulement 2 km du château pour fournir de la main-d'œuvre esclave aux travaux de reconstruction. Parmi les 3900 prisonniers qui passèrent par ce camp, plus de 1200 moururent. L'endroit que Himmler conçut comme le centre spirituel d'une race supérieure fut construit sur les hôtes de ceux que ce régime considérait comme superflus. Cette paradoxale réalité ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. L'archive qui a survécu. Comment les monuments mènes ont changé l'histoire des reliques. Le 12 août 1944, dans une mine de sel à 400 mètres de profondeur sous les collines d'Altaussee, au lac Salzkammergut en Autriche, les ouvriers de la mine trouvèrent quelque chose qu'ils ne s'attendèrent pas à découvrir. 7 grandes caisses en bois scellé, déposées là sur ordre des SS. À l'intérieur se trouvaient 137 peintures, dont l'Adoration de l'agneau mystique de Gand, le polyptyque de Jan van Eyck, considéré comme la peinture la plus influente de l'histoire de l'art occidental, mesurant 3,5 par 4,4 mètres et pesant environ 2 tonnes. C'était l'objet que Hitler, selon des documents postérieurs, avait désiré avec plus d'intensité que tous ceux qu'il avait tenté de posséder. La mine d'Altaussee était le dépôt le plus important du système de stockage d'art volé que les nazis avaient construit dans les dernières années de la guerre. Des tunnels creusés dans du sel sec, avec une température stable de 8 degrés et une humidité naturellement contrôlée, offraient l'environnement idéal pour préserver les peintures à l'huile, sculptures, tapisseries et manuscrits.
À Altaussee étaient entreposées les 12 000 pièces les plus précieuses du butin européen du Reich. Destiné au Führermuseum, le musée qu'Hitler projetait de construire à Linz, sa ville natale en Autriche, et qui devait concentrer toutes les œuvres majeures de l'art mondial. Le projet avait un nom, des plans élaborés par l'architecte Roderich Fick et un inventaire de plus de 8000 pièces spécifiques identifiées pour leur acquisition, volontaire ou forcée. La récupération de ce trésor fut rendue possible grâce à une initiative qui commença en août 1943, lorsque le président Franklin D. Roosevelt approuva la création de la Commission pour la protection et la sauvegarde des monuments artistiques et historiques en zone de guerre, connue sous le nom populaire de Monument Men. L'unité était composée de 465 hommes et femmes, historiens de l'art, architectes, conservateurs, archéologues et restaurateurs, venant de 13 pays alliés. Leur mission était de localiser, protéger et récupérer le patrimoine culturel européen dans les zones de combat. Ils travaillèrent dans des conditions extrêmes. Aucun d'entre eux n'avait de rang militaire significatif. Leurs demandes de transport, de carburant et de personnel étaient systématiquement reléguées derrière les priorités opérationnelles des commandants de terrain. Cependant, entre 1944 et 1951, ils réussirent à localiser et récupérer plus de 5 millions d'objets d'art volés ou cachés par les nazis. Le système de stockage qu'ils découvrirent était d'une échelle telle que les chercheurs eux-mêmes mirent des semaines à en comprendre l'ampleur. En plus d'Altaussee, les monuments Men localisèrent des dépôts dans plus de 1000 endroits répartis à travers l'Allemagne, l'Autriche et les territoires occupés. Des mines de sel à Merkur, où le 8 avril 1945, ils trouvèrent 250 tonnes de réserves d'or du Reichsbank avec des milliers d'œuvres d'art. Des châteaux en Bavière, comme Neuschwanstein et Ehrenchiemsee, des monastères, des sous-sols d'écoles et des tunnels sous des villes médiévales. Le lieutenant Robert Posey et le soldat Lincoln Kirstein, ce dernier étant l'un des fondateurs du ballet aux États-Unis, localisèrent le dépôt d'Altaussee grâce à une visite fortuite chez un dentiste qui s'avéra être un ancien officier des SS avec des informations sur le cachette. La découverte d'Altaussee arriva quelques jours avant que le Gauleiter nazi de la région, August Egruber, n'ordonne de placer des explosifs dans la mine pour détruire son contenu avant qu'il ne tombe entre les mains alliées. Les caisses que les ouvriers de la mine trouvèrent en août 1944 contenaient, à l'intérieur des caisses de peinture, des bombes de 500 kg marquées comme marbre de Carrare. Les ouvriers miniers autrichiens, sans soutien militaire, désactivèrent les explosifs et scellèrent la mine avant l'arrivée des soldats américains. Ce fut l'un des actes de résistance civile les plus significatifs et les moins documentés de la guerre. Le polyptyque de Gand fut restitué à la cathédrale Saint-Bavon de Gand, en Belgique, le 3 septembre 1945. Son panneau latéral inférieur gauche, les juges justes, qui avait été volé de la cathédrale en 1934, avant même la guerre, lors d'un vol qui n'a jamais été résolu, demeure disparu. C'est le seul panneau du polyptyque qui n'a toujours pas été retrouvé. Le travail des monuments Men a créé le précédent juridique et logistique pour tout ce qui suivit. La Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été directement inspirée par les leçons tirées de la récupération du patrimoine nazi. La Commission pour l'art volé en Europe, fondée en 1999, et les lois de restitution qui permettent aujourd'hui aux héritiers des victimes de l'Holocauste de revendiquer des œuvres vendues sous la contrainte, existent parce que les monuments Men ont documenté méticuleusement ce qu'ils ont trouvé. Parmi les 5 millions d'objets récupérés, 3,5 millions ont été rendus à leur pays d'origine. Le reste est resté dans les dépôts des pays alliés en attendant la résolution des disputes de propriété, dont certaines continuent à être actives devant les tribunaux européens et américains en 2026. En 2009, le gouvernement allemand créa la base de données Lostart, qui enregistre plus de 100 000 objets culturels volés durant le nazisme et qui n'ont toujours pas été rendus à leurs propriétaires légitimes ou à leurs héritiers. Ce que les reliques et l'art volés par le Reich révèlent, 70 ans après, ce n'est pas seulement l'ambition d'un régime ou la mégalomanie de ses dirigeants. C'est la fragilité avec laquelle les civilisations conservent ce qu'elles considèrent comme sacré et la ténacité avec laquelle certaines personnes, armées uniquement de connaissances et de documentation, peuvent le récupérer lorsque le pouvoir qui l'a volé n'existe plus. C'est peut-être la seule histoire avec une fin dans ce documentaire. Tout le reste ouvert.